Merci Martin, merci à tous d'être venus partager une heure de mathématiques. Je vais vous parler aujourd'hui de Lagrange et du calcul des variations. Essayer de vous expliquer comment Lagrange est devenu mathématicien et comment il a atteint la gloire par les mathématiques et pourquoi. Et comment cette invention, le calcul des variations, a été une avancée fondamentale de la science, on peut dire. Donc tout d'abord, Lagrange, vous le savez probablement, fait partie du panthéon des mathématiciens français. Mais en fait, il est né à Turin, donc il n'est pas tout à fait si français que ce qu'on pense. Et il a quand même fini sa carrière à Paris, où il a eu toute la reconnaissance dont je vais parler. Et en fait, il a partagé sa vie entre 3 pays d'Europe, entre Turin, Berlin et Paris. Donc, comme je disais, Lagrange est né à Turin, mais sa famille avait une ascendance française. C'est pour ça qu'il avait tendance à orthographier son nom Lagrange et non Lagrangia, qui était l'autre version. Et son père, ce qui est intéressant à savoir, peut-être que son père venait d'une famille qui avait de l'argent, mais il a tout perdu en mauvaises affaires. Ce qui fait que Lagrange, en fait, a eu besoin de gagner sa vie. Donc c'est un élément qui a joué un rôle dans sa carrière, c'est qu'il avait besoin d'avoir un salaire et il ne pouvait pas vivre de ses rentes. Et il dit d'ailleurs que peut-être que si son père avait eu de l'argent, il n'aurait pas fait de mathématiques. Donc c'est plutôt une bonne chose pour nous. Il aimait les études classiques, mais quand même très, très jeune, il a commencé à avoir une passion pour les mathématiques. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il a essentiellement appris tout seul. Donc il a été à l'université à Turin, il a suivi des cours, mais on pense que l'essentiel, il l'a appris en lisant lui-même, directement dans le texte. Euler, Newton, Bernoulli, D'Alembert, tous les grands noms de l'époque. Et voilà une petite citation qui était rapportée par un de ses élèves plus tard quand il a enseigné, et qui, je pense, est tout à fait éclairante sur la manière dont Lagrange voyait l'apprentissage et voyait les mathématiques. Il dit il était persuadé que dans cette étude, il ne faut pas de maître et qu'on n'y apprend bien que ce qu'on apprend par soi-même. Quand on insistait pour obtenir de lui quelques directions, ce que les élèves demandent souvent, il se bornait à répondre qu'il fallait étudier Euler et s'attacher à résoudre tous les problèmes que l'on rencontrait, car quand on ne fait que lire les solutions d'un auteur, on n'aperçoit ni les raisons qu'il a eues pour se tourner de tel ou tel côté, ni les difficultés qu'il a trouvées sur son passage. Alors je ne sais pas si vos professeurs sont comme ça, mais il est certain que quand on veut vraiment comprendre quelque chose, en fait, il faut refaire le passage mental, intellectuel soi-même. Et je pense que c'est une des leçons intéressantes du point de vue de Lagrange. Voilà, donc Lagrange, à 18 ans, lit un ouvrage d'Euler qui s'appelle « Une méthode pour trouver des lignes courbes jouissant de propriétés de maximum ou de minimum ». Et j'en parle parce que c'est très important, parce que c'est le texte qui vraiment inspire tout le travail dont je vais parler aujourd'hui. Et à la lecture de ce texte, il commence à avoir ses premiers résultats originaux. Et Lagrange, sans complexe, envoie une lettre à Euler. Donc il a 18 ans, il faut bien dire. Il envoie une lettre à Euler, grand mathématicien suisse, une sommité à l'époque, vraiment quelqu'un d'incontournable, en lui disant, voilà, j'ai trouvé un petit truc, décrivant sa solution. Pas de réponse. Mais Lagrange est persévérant, parce qu'un an plus tard, il fait une deuxième découverte, et il envoie de nouveau une lettre à Euler, en lui disant, voilà, j'ai lu votre article sur les maxima et les minima, et j'ai une idée, je pense qu'on peut faire mieux. Et essentiellement, cette idée, c'est ce que je vais vous décrire aujourd'hui, c'est le texte dont on parle aujourd'hui. Et là, cette fois, il y a une réponse d'Euler, ouf. Et la lettre d'Euler est très élogieuse, et grâce à cette lettre, il montre la lettre à son entourage, et il obtient grâce à cette lettre, sur cette recommandation, disons, un poste d'enseignant à l'école royale d'artillerie de Turin qui lui permet de vivre, puisque comme j'ai dit, il avait besoin de gagner sa vie.
Et là, vous pouvez voir un extrait de la réponse d'Euler qui est vraiment très élogieuse. Vous voyez, votre solution du problème ne laisse rien à désirer. Et je me réjouis que ce sujet dont je m'étais presque seul occupé depuis les premières tentatives ait été porté par vous au plus haut degré de perfection. Et Euler lui dit même qu'il a été inspiré par sa découverte et que lui-même a fait un progrès nouveau, mais qu'il ne va lui donner aucune publicité jusqu'à ce que Lagrange ait eu le temps de publier lui-même la suite de ses recherches. Donc vraiment une courtoisie assez remarquable. Et il faut dire qu'à l'époque, les mathématiciens étaient peu nombreux et donc avaient assez peu d'interlocuteurs. Donc avoir une telle réponse d'Euler, c'est vraiment un échange intellectuel et une reconnaissance très forte pour un jeune mathématicien. Donc c'est vraiment le fondement du démarrage de la carrière de Lagrange. Donc à partir de là, Lagrange est lancé. Il cofonde l'Académie des sciences de Turin. Donc remarquez, là, il a encore que 22 ans. Il cofonde le journal de l'Académie des sciences. Il continue ses correspondances. Il écrit notamment à d'Alembert en lui disant quelque chose du genre « J'ai lu votre article Gravitation dans l'encyclopédie ». Vous savez, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, la première encyclopédie du monde. Et il y a un endroit où un paradoxe est très mal expliqué. Voilà comment il faudrait le présenter. Et là encore, il a fait grande impression auprès de d'Alembert, puisque d'Alembert lui répond et lui dit « Monsieur, vous êtes destiné, si je ne me trompe, à jouer un grand rôle dans les sciences. Et j'applaudis d'avance à vos succès. » Et ce soutien et cette admiration de d'Alembert vont le suivre toute sa vie, et d'Alembert l'a énormément aidé, notamment, on verra que c'est lui qui lui a fait obtenir un poste à l'Académie des sciences de Berlin. Et ils ont une correspondance toute leur vie, d'ailleurs de nature amicale, on peut dire, personnelle. Voilà, donc Lagrange publie de nombreux articles, mais je signale celui-ci, puisque c'est celui dont je parle aujourd'hui. Suivant la règle du jeu de la conférence, il faut un texte, un mathématicien. Donc le texte, c'est celui-là. Essai d'une nouvelle méthode pour déterminer les maxima et les minima des formules intégrales indéfinies. Et vous voyez le titre, peut-être que vous vous rendez compte, a une similarité forte avec le titre précédent d'Euler, mais c'est une nouvelle méthode qui est important. Et dans cet article, donc un article qui finit d'être publié quand Lagrange a 24 ans, il y a déjà vraiment en germe tous les développements ultérieurs qu'il va obtenir dans sa carrière. Ça contient déjà le calcul de variation, et ça contient déjà la méthode dite des multiplicateurs de Lagrange, qui est devenue maintenant un classique. Donc Lagrange travaille tout seul à Turin. Il faut bien dire qu'à Turin, il n'a personne autour de lui de son calibre avec qui discuter. C'est vraiment du travail solitaire. Et ces échanges scientifiques sont essentiellement par le biais de correspondances. Et correspondance avec l'Académie des sciences de Paris, puisque Paris était l'une des capitales de la science à l'époque. L'Académie des sciences proposait des problèmes, comme des concours, si vous voulez, des problèmes ouverts que n'importe qui pouvait essayer de résoudre. On envoyait sa solution à l'Académie des sciences, et puis la meilleure solution gagnait le prix. Mais c'était des problèmes importants, des problèmes qui n'étaient pas résolus. Notamment, il y avait beaucoup de problèmes en mécanique céleste. Et l'un de ceux que Lagrange a résolus, c'est un des problèmes qui s'appelle la libration de la Lune, petite variation de l'orbite de la Lune. Il a découvert notamment ce qui s'appelle maintenant les points de Lagrange du système solaire. Donc là, vous voyez une image du système solaire. Et les points L1, L2, L3, L4, L5, on les appelle les points de Lagrange. Parce que Lagrange a découvert que c'était des points stables de la dynamique du système solaire, et ce sont des choses qui sont encore utilisées aujourd'hui quand on envoie des satellites ou des choses comme ça. Et donc il a gagné le Grand Prix, et en fait il a gagné tous les prix qui se sont succédés à l'époque où il était en activité, donc il a dû en gagner 5 ou 6. Avant lui, c'était Euler qui gagnait tous les prix, et puis Lagrange prend un petit peu la succession, et donc il a cette espèce de talent incontesté qui fait l'admiration de tous.
Donc, un mathématicien aussi, ayant autant de succès, doit avoir des offres intéressantes. Et plusieurs fois, on avait essayé de le faire venir à l'Académie des sciences de Berlin, donc le roi de Prusse ou son entourage, essayait de le faire venir. Mais le problème, c'est qu'à Berlin, il y avait Euler, et que finalement, Lagrange ne devait pas avoir envie d'être un petit peu dans l'ombre du grand homme, qui était à la fois son collègue, son inspiration, mais quand même peut-être un petit peu un rival. En tout cas, il n'a pas voulu aller à Berlin jusqu'à ce que Euler parte. Euler est parti pour des raisons différentes. Il est parti pour Saint-Pétersbourg, et à ce moment-là, Lagrange finit par accepter l'offre qui est suggérée de nouveau par d'Alembert. D'Alembert lui-même, apparemment, avait peur qu'on le sollicite lui pour aller à Berlin. Il n'avait pas très envie. Donc, il dit envoyez donc Lagrange. Voilà, et à Berlin, ça se passe pas trop mal. Notamment, bon, c'était la cour du roi Frédéric II, mais il était apparemment plus apprécié par le roi que Euler, qui était un peu dévot. Et là, j'ai mis cette citation parce que ça donne juste une petite indication sur la personnalité de Lagrange, que je trouve intéressante. Il dit « Moi, je restais étranger à toute discussion sur le culte et ne contrariais les opinions de personne. » Donc vous voyez Lagrange comme un personnage vraiment dont la préoccupation principale, c'est la science. Il n'y a pas de politique, pas de prise de parti, une discrétion, une courtoisie exemplaire qu'on retrouve toute sa vie. Et l'envie simplement de pouvoir faire des maths tranquillement et un petit peu dans la solitude. À Berlin, c'est vraiment la période la plus féconde de sa carrière, puisque là, il a à peu près 30 ans, entre 30 et 50 ans. Et il a noté que, je ne vais pas en parler aujourd'hui, je vais parler que d'analyse, de calcul des variations, mais Lagrange a eu des contributions dans un grand nombre de domaines des mathématiques, notamment probabilité, théorie des nombres, mécanique des fluides, fonctions analytiques, mécanique céleste, ça j'en ai déjà parlé. Donc ils sont peut-être un tout petit peu moins connus, mais c'est à signaler. Et c'est à Berlin qu'il a conçu son ouvrage monumental qui s'appelle Mécanique analytique, dans lequel il réutilise son idée du calcul des variations pour reformuler essentiellement toute la mécanique classique de Newton. Donc j'en parlerai un petit peu à la fin, mais ça c'est le sommet, disons, de son œuvre. Donc, finalement, Lagrange quitte Berlin, appelé par l'Académie des sciences de Paris. Ça faisait un moment que l'Académie des sciences l'appelait, lui disait de venir à Paris. Turin essayait également de le faire revenir, mais à chaque fois, les offres n'étaient pas suffisamment alléchantes. Disons, en tout cas, à Paris, on lui proposait pas de pension suffisante. Et puis, il était un petit peu lié vis-à-vis de Frédéric II. Donc, au moment où Frédéric II est mort, c'était le bon moment. Et là, il arrive à Paris, il a 51 ans. Et la période parisienne est un petit peu moins productive, disons, dans sa carrière, probablement pour des raisons personnelles, un petit coup de déprime ou de découragement. Mais Lagrange a trouvé d'autres centres d'intérêt, et notamment il s'est énormément investi dans la commission des poids et mesures, qui a été formée par la Révolution. Donc vous savez peut-être ce qu'est la commission des poids et mesures, c'est celle qui a inventé le système métrique. Auparavant, on utilisait des mesures, des unités de mesure un petit peu archaïques, des coudées, des pouces, des choses comme ça. Les choses n'étaient pas divisibles par 10. Et la commission des poids et mesures a pris en charge l'idée de tout réformer de A à Z. Et en fait, c'est Lagrange qui est essentiellement le cerveau derrière ça. Donc on lui doit l'invention du mètre, qui est maintenant utilisé quasiment partout, sauf encore dans quelques pays anglo-saxons, comme on sait. Voilà. Donc Lagrange, qui s'était jamais trop mêlé de politique, finit par être rattrapé par les événements, puisque vous savez que 1789, c'est la Révolution française.
il vient juste d'arriver, il était appelé par l'Académie des sciences royales, donc il était en quelque sorte un employé du roi. Voilà que le pouvoir change de tournure. Et en plus, au moment de la Terreur, la Convention a voté une loi disant qu'il fallait emprisonner tous les étrangers. Je ne sais pas si vous saviez ça. Et Lagrange se trouve donc menacé d'aller en prison. Mais heureusement, il a été sauvé par l'appui de toute la communauté scientifique française et justement par le fait qu'il était tant respecté. Il écrit quand même, donc toute cette tourmente là, un petit peu chamboulée, il y a Lavoisier qui a été guillotiné, donc c'était un grand coup aussi pour les scientifiques. Il écrit quand même qu'il n'est pas fâché d'avoir assisté au spectacle d'une grande nation qui se donne un nouveau gouvernement, non par la force des armes, mais par la parole de l'opinion publique. Voilà. Donc Paris, c'est la consécration pour Lagrange. Il a été le premier professeur d'analyse à l'École normale supérieure et à l'École polytechnique, deux écoles qui venaient d'être fondées au moment de la Révolution. Et c'est vraiment sous Napoléon qu'il a atteint le sommet de la gloire, puisque Napoléon l'a nommé sénateur, grand officier de la Légion d'honneur, comte d'Empire, grand croix de l'ordre de la Réunion. Et il semble que Napoléon, finalement, appréciait les mathématiciens et les mathématiques. Et Lagrange a accepté ces honneurs, mais je pense que finalement, toute sa vie, il n'a vraiment pas travaillé pour les honneurs. Et une phrase que j'ai relevée dans sa correspondance et qui, je pense, résume bien sa personnalité, c'est « Je ne peux m'accommoder ni de présider, ni d'être présidé ». Voilà, donc comme j'ai dit, Lagrange est au panthéon des savants français. Pour preuve, il est sur la tour Eiffel, là, en numéro 6 à partir de la gauche, si vous voyez. Il fait partie de la liste donc, des grands scientifiques qui ont eu leur nom gravé sur la tour Eiffel. Sa tombe est au Panthéon, et il a même une rue à Paris très jolie, et une jolie statue à Turin également, sa ville natale. Voilà. Donc ça vous situe un petit peu le personnage. Maintenant, je vais essayer de parler, c'est la deuxième partie de mon exposé, parler du contenu mathématique de la recherche de Lagrange. Donc déjà, pour situer un petit peu le genre de problème dont il s'agit, il faut dire que c'est des problèmes d'optimisation, et d'optimisation soit sur des courbes, soit sur des fonctions. Donc je vais vous donner juste quelques exemples pour vous mettre un petit peu dans le bain. Le premier exemple le plus simple, c'est le problème des géodésiques. Vous avez deux points A et B, et vous cherchez la courbe reliant A et B, qui est la plus petite longueur. Alors, est-ce que c'est la courbe bleue ou est-ce que c'est la courbe violette? Vous savez bien que le plus court chemin de A à B, c'est la ligne droite. Mais est-ce que vous savez le démontrer? Est-ce que vous savez montrer que les autres courbes sont plus longues? Alors, quand c'est plat, c'est évident. Maintenant, un exemple moins évident, c'est si vous êtes sur la Terre maintenant, donc sur une sphère, vous prenez deux points A et B, disons Paris et New York, et vous vous demandez quel est le plus court chemin. Mais sur la sphère, il n'y a plus de droite. Il n'y a plus de ligne droite. Donc, il y a un plus court chemin. Ce plus court chemin, ça s'appelle la géodésique, justement. Donc, dès que vous avez une surface, quelque chose qui a de la courbure, mais vous avez des plus courts chemins qui s'appellent des géodésiques, mais qui ne sont pas des droites. Et donc, comprendre quels sont ces géodésiques, c'est un problème d'optimisation important. Le deuxième exemple que j'ai mis là, pour vous montrer, même dans un cas plat, qu'on peut avoir quelque chose de pas évident non plus, si vous voulez aller de C à D, mais vous devez éviter cet obstacle, quel est le plus court chemin? Maintenant, vous pouvez inventer des tas d'autres problèmes d'optimisation, juste dire où ça intervient. En ingénierie, vous aurez de l'optimisation de forme. Par exemple, vous demandez quelle est la meilleure forme d'une aile d'avion, si vous travaillez pour Dassault ou Airbus. En physique, il s'agira de minimiser des énergies, de principes de moindre action, ça je vais en parler un petit peu. En économie, il y a sans cesse des problèmes d'optimisation. Vous cherchez à maximiser des fonctions d'utilité, vous cherchez à maximiser des profits en fonction de quantité de production. Mais finalement, ces problèmes d'optimisation font partout.
Et la méthode de Lagrange, elle est relativement universelle vis-à-vis d'un grand nombre de ces problèmes. Alors historiquement, le premier problème d'optimisation, un des premiers problèmes d'optimisation auquel on fait remonter la genèse de ce genre de problème, c'est le problème posé par Newton en 1685. Trouver la forme du solide de révolution offrant la moindre résistance dans la direction de son axe à un fluide. Voilà. Donc Newton propose une solution, je ne vais pas la décrire parce qu'on n'a pas le temps, mais en gros ça ressemble au dessin qui est là. Donc vous imaginez ce dessin, mais vous faites tourner autour de l'axe. Et la solution par des moyens complètement géométriques, donc complètement ad hoc, adaptés aux problèmes spécifiques. Alors vous pouvez remarquer que si vous prenez ce dessin et que vous ne regardez que la moitié supérieure du dessin, ça peut ressembler à l'avant d'un TGV. Justement, l'avant d'un TGV, c'est fait pour minimiser la résistance à l'air quand il avance. Alors le vrai problème d'où tout part historiquement, c'est le problème de la brachistochrone. Donc qu'est-ce que ça veut dire brachistochrone? Brachistos en grec veut dire le plus court, et chrone veut dire temps. C'était encore un défi de mathématiciens. Donc les mathématiciens, vous voyez, aiment bien se poser des problèmes, parfois sortis de nulle part. Et là, c'est le cas. Jean Bernoulli, en 1699, dit « Est-ce que quelqu'un sait trouver, parmi toutes les courbes reliant deux points A et B, celle le long de laquelle une particule partant de A et glissant sous l'effet de la gravité arrive en B en le temps le plus court ?» Donc autrement dit, je vais redire la chose, vous avez deux points A et B qui sont à des altitudes différentes, mais pas à la verticale l'un de l'autre. Et vous voulez fabriquer un toboggan qui relie A à B. Vous voulez fabriquer le toboggan le plus rapide, celui qui amène, donc là par exemple, imaginons que ce soit un skieur, qui amène le skieur de A en B en le temps le plus court. Donc est-ce qu'il vaut mieux aller par le plus court chemin, la ligne droite, ou est-ce qu'il vaut mieux prendre la courbe verte peut-être, ou prendre la courbe rouge? C'est pas complètement évident de trouver la bonne courbe. En fait, il y a une bonne courbe, il y a une meilleure courbe. C'est celle-là, la brachistochrone. Et trouver la meilleure courbe a bien occupé les mathématiciens. Alors, je vous dis tout de suite une petite intuition, il vaut mieux commencer par prendre de la vitesse. Donc, il vaut mieux commencer par être pentu pour gagner et gagner du terrain à la fin avec la vitesse gagnée. Donc, comme j'ai dit, ça a pas mal intéressé les savants de l'époque. Chacun y est allé de sa solution. Jean Bernoulli, son frère Jacques Bernoulli, Leibniz, Newton, et puis Euler et Lagrange dans les deux travaux dont j'ai parlé. Voilà à gauche la solution de Newton. Vous voyez, c'est purement géométrique là, c'est-à-dire on trace des courbes, des bouts de courbes, C, D, E. On dit la courbe doit ressembler à ça. Tout le monde avait trouvé la bonne solution, mais personne n'avait la même méthode pour y arriver. Alors je vous dis tout de suite, la solution finalement, c'est ce qui s'appelle une cycloïde. Une cycloïde, c'est quoi? C'est la courbe décrite par un point fixé à un cercle qui roule sans glisser sur une droite. Donc, par exemple, si vous prenez un vélo et que vous accrochez une petite lampe à la roue, que vous faites rouler le vélo, vous suivez la courbe décrite par la lampe, elle va décrire cette courbe rouge. Ça s'appelle une cycloïde. Maintenant, vous prenez la cycloïde et vous renversez ici dans l'image le haut et le bas. Et vous trouvez les deux points A et B sur votre courbe. Enfin, vous regardez la différence d'altitude et c'est ça la meilleure solution du problème de la brachistochrone. Alors, je reviendrai un petit peu sur la preuve, sur une preuve qu'on peut donner. Donc, Euler est le premier qui se dit, finalement, ce problème de brachistochrone, c'est pas si important, enfin, c'est pas ce qui nous soucie. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver une méthode générale qui permette de résoudre un petit peu tous les problèmes de ce type, c'est-à-dire tous les problèmes d'optimisation sur des courbes. D'où cet article qu'il a publié, et il est le premier à voir que la courbe optimale, elle vérifie une équation.
C'est-à-dire le problème d'optimisation, finalement, il est résolu à l'aide d'une équation type équation différentielle. Et ça s'appelle maintenant l'équation d'Euler-Lagrange. Donc là, j'ai écrit une forme d'équation d'Euler-Lagrange, juste pour faire joli. Et c'est cet ouvrage que Lagrange a lu. Et Lagrange, voilà ce qu'il dit dans son introduction à son propre texte. Il dit « Ouvrage original qui brille partout d'une profonde science de calcul. Cependant, quelque ingénieuse et féconde que soit sa méthode, il faut avouer qu'elle n'a pas toute la simplicité qu'on peut désirer dans un ouvrage de pure analyse. L'auteur lui-même le fait sentir. Il semble désirable de trouver une méthode indépendante de la géométrie. » Donc en gros, ce que Lagrange reproche à la solution d'Euler, c'est d'être encore trop géométrique. C'est de s'appuyer trop sur un dessin, si vous voulez. Ce que veut Lagrange, il veut une machinerie calculatoire qui évite complètement d'avoir à faire des dessins qui permettent de calculer purement les choses. Et c'est ça qu'il va réussir à faire. Donc voilà la première page de son article, le texte dont on parle aujourd'hui. Vous voyez que ça commence, si vous arrivez à lire, là, il commence en disant « Le premier problème de ce genre, c'est celui de la brachistochrone, posé par M. Jean Bernoulli. M. Euler a entrepris de réduire toutes les recherches de ce genre à une méthode générale, etc. Et moi, voilà, j'arrive et je vais proposer une méthode analytique qui ne dépend pas de la géométrie. » Alors, pour vous expliquer la méthode, je reviens à ce qui s'appelle le calcul différentiel ordinaire. Donc, chose qu'on apprend au lycée, j'espère encore. Vous regardez les variations d'une fonction f d'une variable x. D'accord ? Donc, une fonction f de x, on peut tracer son graphe. Donc, finalement, quand on pense fonction, on pense courbe. C'est un peu la même chose, courbe ou fonction. Par exemple, imaginez les variations de la température à Paris en fonction du temps. Vous les tracez, ça fera une courbe. Donc, ce qu'avaient développé les mathématiciens auparavant, donc surtout Fermat, Newton et Leibniz, c'est ce calcul différentiel qui permet de regarder les variations de la courbe en fonction de ce qui s'appelle la dérivée. Alors, les dérivées, vous savez, ça indique la pente de la courbe. Donc, si ça monte, la dérivée est positive. Si ça descend, la dérivée est négative. Et donc, si vous avez un maximum ou un minimum, ben, la dérivée doit s'annuler. Précisément parce que ça monte, puis ça descend. Une autre façon de le dire, c'est qu'on regarde des petites variations de la fonction autour du point x. Donc, si x est un minimum, ici x est un minimum. Si vous avez une petite variation entre x et x plus h, la fonction, en fait, ne doit pas varier beaucoup, parce que justement, on est près du minimum. D'ailleurs, si vous regardez, par exemple, pensez au solstice d'été. Le solstice d'été, c'est le jour le plus long de l'année. Et bien, quand on approche du solstice d'été, la longueur des jours ne varie presque plus. Si vous regardez l'augmentation ou la diminution de la durée de la journée, c'est là que ça varie le moins. C'est ça l'idée du calcul différentiel, ou en tout cas pour la recherche des minima. Donc la recherche des minima, finalement, on la ramène à la recherche des solutions de f' de x égale 0, qui s'appellent les points critiques de la fonction. On n'a plus qu'à le calculer la dérivée, et puis qu'à trouver les points où la dérivée est nulle, et comme ça on saura où la fonction atteint son minimum. C'est ça l'idée du calcul différentiel. Ben, l'idée de Lagrange, c'est d'essayer de faire la même chose pour ces problèmes de minimisation parmi des courbes. Donc ici, j'ai écrit l'idée, c'est que f de x plus h quand h est petit, c'est presque f de x plus h f' de x, chose que vous avez peut-être apprise, qui vous dit que f' de x, c'est bien la pente de la tangente à la courbe, ou c'est bien l'accroissement typique près du point x. Donc il faut garder ce dessin présent à l'esprit, peut-être comme modèle pour la suite. Donc je reviens à mon problème de brachistochrone. Il faut d'abord formuler le problème de manière quantitative. Donc on imagine que la courbe est un graphe, c'est le graphe d'une fonction y en fonction de x, y de x.
Et la formule du dessous vous dit que la longueur totale, enfin le temps total de parcours de la courbe, c'est une fonction grand F de la courbe Y qui s'écrit comme ça. Alors qu'est-ce que c'est ici? C'est une intégrale. Donc c'est l'intégrale de l'abscisse de A à l'abscisse de B. Intégrale, ça veut dire somme en quelque sorte. Donc c'est comme si vous sommiez. On veut calculer la durée de parcours le long de la courbe. Donc la durée de parcours, c'est la somme de toutes les petites durées infinitésimales. Et la durée infinitésimale est égale au rapport entre la longueur et la vitesse. D'accord? Longueur divisée par vitesse égale temps. Donc, vous regardez quelle est la longueur le long de la courbe. Il se trouve que c'est ça, c'est racine de 1 plus y' carré, y' de x au carré. Donc ça, c'est des formules qu'on connaît. Et la vitesse le long de la courbe, c'est racine de 2 fois la constante de gravitation fois la différence de hauteur parcourue, donc YA, l'ordonnée de A, moins l'ordonnée courante. Donc ça, c'est la petite variation de temps infinitésimale, et on intègre ça par rapport à tous les x, on somme. Et ça nous donne la quantité qu'on cherche. Donc maintenant, le but du jeu, vous voyez, c'est qu'on a une fonction d'une fonction. Ça s'appelle une fonctionnelle. Grand F, on appelle ça une fonctionnelle, c'est une fonction d'une fonction. Et le but du jeu, c'est de chercher le minimum de grand F. Donc là, vous voyez, il y a une sorte de saut conceptuel, parce qu'avant, on cherchait les minimums d'une fonction d'une variable, et cette fois, on cherche les minimums d'une fonctionnelle, qui sont une fonction d'une fonction. Dans le problème des géodésiques, on a le même genre de problème, puisque la longueur de la courbe, c'est l'intégrale de racine de 1 plus f' de x au carré. Donc on a encore le même genre de forme à minimiser. Et finalement, on peut se dire, mettons-nous tout de suite dans un cadre plus général, puisqu'on a vu qu'il y a une forme un peu particulière, mais les choses ne devraient pas dépendre vraiment de la forme particulière. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on peut toujours mettre ces problèmes sous la forme minimiser une fonctionnelle, donc une quantité grand F de la fonction u, donc cette fois je l'appelle u, avant je l'appelais y, mais c'est pareil, qui est une certaine intégrale le long de la courbe, d'une certaine quantité, vous voyez, grand L, qui dépend à la fois de la fonction et de sa dérivée. Vous voyez, avant, vous aviez toujours soit ça, donc vous voyez, c'est une intégrale de quelque chose où fait intervenir la dérivée et la fonction. Ici, une intégrale de quelque chose où fait intervenir la dérivée, qui fait intervenir la dérivée. Donc le grand L, la fonction de la fonction en question, ça s'appelle le Lagrangien. Hein, c'est devenu le nom pour ce genre de choses. Donc vous voyez, le Lagrangien, c'est une fonction en fait, qui dépend de deux variables, appelons-les z et p. C'est une fonction, et dans les deux variables, on va mettre la fonction et sa dérivée. Et on va intégrer. Donc voilà, à chaque problème, maintenant, vous pouvez faire correspondre le Lagrangien correspondant. Donc par exemple, le problème de la brachistochrone, quand vous avez y', vous remplacez par p. Quand vous avez y, vous remplacez par z. Voilà le Lagrangien qui correspond. Le problème de la géodésique, vous voyez f', vous remplacez par p. Et puis maintenant, n'importe quel problème que vous voulez inventer, vous pouvez le mettre dans ce cadre, du moment que ça ne dépend que de la fonction et de sa dérivée. C'est ça l'idée. Et donc, Euler et Lagrange vont prendre cette forme-là, ou même des formes un peu plus générales, et se demander comment minimiser cette fonctionnelle grand F de U. Donc je rappelle encore, voilà. Peut-on donner un sens à grand F de U égale 0 ? Peut-on donner un sens à grand F' de U égale 0 ? Donc par analogie avec le calcul différentiel classique, pour chercher les minima, on va se dire on voudrait être à l'endroit où la dérivée est nulle. Mais qu'est-ce que ça veut dire une dérivée pour une fonctionnelle, c'est-à-dire pour une fonction de fonction ? C'est ça qui manque. Qu'est-ce que c'est une dérivée pour une fonction de fonction ? Et c'est ce que Lagrange apporte. Alors voilà l'idée fondamentale sur laquelle repose le travail de Lagrange, c'est de se dire la chose suivante. Donc on a notre problème sur des courbes ou sur des fonctions. Imaginons qu'on ait une courbe optimale. Donc voilà, je la trace ici en bleu. Donc imaginons que ça ce soit la brachistochrone optimale, par exemple, ou la géodésique.
Si elle est optimale, ça veut dire que si je regarde toutes les courbes qui sont pas loin, elles sont moins bonnes. Elles me donnent un résultat plus grand. D'accord? Donc, on va regarder toutes les courbes qui sont pas loin, et il faut les paramétrer, ces courbes qui sont pas loin. Donc, les courbes pas loin, on va les écrire comme des graphes de y égale u de x, bon bah u de x c'était ma courbe de départ, plus quelque chose, une petite variation, qu'on écrit sous la forme un nombre h fois v de x, une fonction. D'accord? Donc h fois v de x, si vous voulez, c'est la hauteur là, c'est la hauteur entre la courbe de départ et ma courbe variée. Donc autrement dit, on va changer u en u de x plus hv de x. Et si je fais tendre h vers 0, si je prends h petit, mais cette courbe-là, variée, elle ne sera pas loin de ma courbe de départ. C'est vraiment ça l'idée de Lagrange. Et donc Lagrange va exprimer le fait que, en variant un petit peu comme ça, vers le haut, vers le bas, on doit trouver une réponse plus grande. Et donc, en quelque sorte, il doit y avoir une dérivée qui doit être nulle. Alors ici, on peut remarquer que c'est un problème où on dit que les extrémités sont fixées a priori. Donc pour que les extrémités soient fixées, il suffit de prendre V nul au point extrémo. Si V est nul à gauche et à droite, là, la courbe variée satisfera les mêmes, collera aux mêmes extrémités. D'accord? Donc c'est vraiment cette idée-là de faire bouger les courbes qui est l'idée fondamentale de Lagrange. Et je signale, en dimension plus grande, si au lieu de poser un problème sur des courbes, vous posez un problème sur des surfaces, vous allez de la même manière être capable de faire bouger la surface. C'est ça qui s'appelle le calcul des variations. Le calcul des variations, au passage, est un terme qui a été donné à cette méthode, non pas par Lagrange, mais par Euler. Quand il a vu la méthode de Lagrange, il s'est rendu compte qu'elle était meilleure que la sienne, qui utilisait trop de géométrie à son goût. Et il a dit, on va l'appeler calcul des variations. Et maintenant, on appelle ça théorie d'Euler-Lagrange également. Voilà. Alors, un petit point de notation historique. Donc, cette variation h fois v, donc cette petite différence qu'on fait sur la fonction, Lagrange l'appelle un delta u. Mais c'est une fonction, en fait. H fois v, c'est une fonction. Delta u, c'est une fonction. Il l'appelle un delta u comme petite variation de u. Et ce qu'il remarque, c'est que le delta qu'il introduit, donc cette notation qu'il introduit, commute avec la dérivation habituelle, la dérivation du calcul différentiel ordinaire. Donc ce qu'il remarque, c'est que d delta égale delta d, et d, pour lui, c'est la dérivation habituelle. Mais ça, c'est complètement évident, une fois qu'on le voit avec du recul, mais c'est juste dire que la variation de la dérivée, c'est la dérivée de la variation. Et voilà ce qu'il écrit. Maintenant, voici une méthode qui ne demande qu'un usage fort simple des principes du calcul différentiel et intégral, mais je dois avertir que, pour ne pas confondre ces variations, j'ai introduit dans mes calculs une nouvelle caractéristique delta. Ainsi, delta exprimera une différence qui n'est pas la même que d, mais qui cependant sera formée par les mêmes règles, etc. Donc, ce qui intéresse Lagrange, là, ce qu'il faut lire de ce paragraphe, c'est que ce qui intéresse Lagrange, c'est d'obtenir des règles de calcul. Ce qu'il veut, c'est obtenir des règles, de même qu'on a des règles pour la dérivation. Vous savez dériver un produit, vous savez qu'on peut intervertir la dérivation avec autre chose. Mais il veut obtenir des règles pour son nouveau type de calcul. Et c'est ce qu'il fait dans cet article. Alors maintenant, je vais vous donner un petit peu la solution du problème. Alors il va y avoir, disons, 5-10 minutes de maths, là, un petit peu. Et ensuite, je reviendrai à des choses peut-être plus faciles. Donc, si vous avez le courage, essayez de suivre, c'est pas si compliqué que ça. Donc on essaye de minimiser, je rappelle, une fonctionnelle grand F de U, qui est l'intégrale d'un certain Lagrangien de U de x et U' de x. Et donc ce qu'on dit, c'est que si on remplace U par U plus HV, le grand F doit être plus grand si U est un minimiseur. Par définition, tous les autres font moins bien. Donc tous les autres sont plus grands. Et ça, c'est vrai pour toute fonction V qui vérifie, disons, V des extrémités égale 0. Donc maintenant, on regarde cette différence F de U plus HV moins F de U. On la divise par H.
Donc si h est positif, on divise l'inégalité par un truc positif, donc on obtient un résultat positif. Si h est négatif, on obtient un résultat négatif. Et donc si on fait tendre h vers 0, si la limite quand h tend vers 0 de cette quantité existe, elle doit être à la fois positive et négative, donc elle doit être nulle. C'est exactement comme ce qu'on dit sur les dérivés quand on dit bon, ben, la fonction, on voit bien qu'à gauche du point de minimum, la fonction elle descend, mais à droite elle monte. Donc c'est que la dérivée doit être à la fois négative et positive en ce point, donc elle doit être nulle. C'est exactement la même chose. Alors dans les notations de Lagrange, ça s'écrit comme ça. Ça s'écrit comme la variation de f, delta f sur delta u en u égale 0. C'est-à-dire que c'est une sorte de dérivée. On appelle ça maintenant une dérivée fonctionnelle. Une sorte de dérivée, variation de f sur variation de u en u égale 0. Donc on va prendre cette quantité-là et puis on va faire le calcul. Donc là, c'est le passage mathématique le plus costaud. Mais c'est un calcul qu'on peut faire, hein, c'est pas très difficile. Donc prenons f de u plus hv moins f de u. C'est la valeur de la fonction en la courbe variée moins la valeur de la fonction en la courbe minimale. Donc là, j'écris juste ce que c'est exactement, la définition. Donc c'était intégrale de grand L, bon, mais je remplace par ce que c'est, etc. Maintenant, je vois que h, je me rappelle que h est petit, donc hv est petit, hv' est petit. Donc vous avez un L évalué en un point u de x plus hv de x, et en ce point-là, moins le L évalué en u de x et u' de x. Et pour évaluer ça, maintenant, on va utiliser le calcul différentiel habituel. Et on va utiliser la formule que j'avais écrite il y a un petit moment. Vous vous souvenez, f de x plus h, c'est à peu près f de x plus h f' de x. Donc on va utiliser exactement ça. Donc je reviens. Voilà, donc L pris en U plus HV, c'est à peu près, moins L de U, c'est à peu près comme la dérivée de L par rapport à la variable Z, c'est la première variable, là. Pris en U et U' est multiplié par la variation HV de X. Alors ici, L dépend de deux variables, donc il faut faire des dérivées de fonctions à deux variables, ce que peut-être vous ne connaissez pas, mais c'est vraiment pareil que si c'était une fonction à une variable. Et je signale que dl sur dz, c'est une notation qui veut dire dérivée, comme si c'était L', hein, c'est la même chose. Donc on fait ce calcul, on fait la même chose pour la deuxième variable, on ajoute dl sur dp, la dérivée par rapport à la deuxième variable, on multiplie par hv'. Le point suivant, c'est d'intégrer par partie. Parce qu'intégrer par partie, ça permet de se débarrasser de ce v'. Ici on a v, ici on a v'. Donc on intègre par partie, là vous avez un v', ça fait dériver l'autre bout. Donc ici j'écris intégration par partie. Dans une intégration par partie, normalement il y a des termes de bord, mais là les termes de bord sont nuls parce que justement on a pris v égale 0 aux extrémités. Voilà, donc maintenant si on met tout ça ensemble, ce qu'on obtient c'est que f de u plus hv moins f de u divisé par h, c'est égal à toute cette quantité qui est un quelque chose multiplié par v de x dx. Donc inutile de lire ce qu'il y a vraiment dans la parenthèse, c'est juste une certaine expression. Mais ce qui est important ici, c'est que c'est valable pour tout v. Donc si vous vous souvenez, v, ça correspond à faire varier la courbe un petit peu vers le bas ou vers le haut, et on peut faire ce qu'on veut comme variation, tout est admissible. Donc ce qu'on a obtenu finalement comme conclusion, c'est que si u minimise f, alors pour toute fonction v de x qui est nulle aux extrémités, on a l'intégrale de cette certaine quantité dans l'accolade, appelons-la petite f de x, fois v de x dx égale 0. Alors là, on a presque fini, parce qu'on a un lemme qui nous dit que si l'intégrale de f de x, v de x, dx égale 0 sur un certain intervalle pour toute fonction v, nulle aux extrémités, alors la fonction f doit être nulle. Il n'y a pas d'autre fonction que la fonction nulle qui vérifie cette propriété. La raison, c'est que si la fonction n'est pas nulle, vous allez pouvoir fabriquer un v fait sur mesure pour rendre intégrale de fv non nulle. C'est plus ou moins ça l'idée. Alors une fois qu'on a ce lemme, on revient
Vous voyez, on a intégrale de f(v) égale 0 pour tout v, donc ça veut dire que f est nul. Donc je recopie, et je dis, nous avons démontré le théorème suivant, dû à Euler et Lagrange. Si U est un minimiseur de grand F de U qui est sous cette forme, alors on a cette quantité qui est nulle. Et dire que cette quantité est nulle, c'est une équation. C'est une équation de type équation différentielle. Vous voyez, c'est quelque chose qui relie U et ses dérivés. Et cette équation, elle s'appelle l'équation d'Euler-Lagrange, associée au problème de minimisation. Donc maintenant, essentiellement, fin de la parenthèse très mathématique. Ce qu'on a vu, c'est que pour les courbes qui minimisent notre problème, pour toute cette classe générale de problèmes, problème dépendant d'une courbe ou d'une fonction, eh bien, chercher la courbe qui minimise ou chercher la fonction qui minimise, c'est pareil que d'essayer de résoudre une équation. Une équation de type équation différentielle. Alors, c'est une équation différentielle si ça ne dépend que d'une variable, mais en fait, ce sera une équation aux dérivées partielles si ça dépend de plusieurs variables. Et résoudre une équation, c'est quelque chose qu'on peut espérer savoir faire. À la main, il y a des techniques pour résoudre des équations différentielles. Et dans la plupart des cas simples que j'ai présentés aujourd'hui, on peut le faire. Donc on a trouvé l'équivalent, si vous voulez, de la condition f' de x égale 0. Et l'équivalent, c'est une équation. Alors reprenons les exemples qu'on avait vus avant. Pour la longueur d'un graphe, intégrale de racine de 1 plus f' carré, si vous vous souvenez, le Lagrangien, c'était ça. Donc maintenant, on a une machinerie complètement automatique. Il n'y a pas besoin de faire de dessin ou quoi que ce soit. Il n'y a plus qu'à calculer. Donc on calcule la dérivée dl sur dp, c'est ça. On met ça dans l'équation d'Euler-Lagrange, et l'équation d'Euler-Lagrange, elle s'écrit comme ça. Et en l'occurrence, f' sur un racine de 1 plus f' carré égale constante, ça vous dit juste que f' est constante. Mais qu'est-ce que ça veut dire f' est constante? Quelles sont les fonctions dans la dérivée constante? C'est des droites. C'est juste des fonctions affines. C'est les seules fonctions dont la dérivée est constante. Et donc ce que vous avez trouvé là, c'est que la courbe qui donne la plus petite longueur, ou la courbe qui donne le plus court chemin, doit être sur une droite. On a réussi à redémontrer ce fait qu'on savait, par ailleurs, au moins intuitivement. Ce point-là est déjà dans l'article de Lagrange. Mais en fait, dans l'article de Lagrange, il y a mieux. Il y a le fait que ça peut marcher aussi pour la surface ou pour l'aire d'un graphe. Donc maintenant, imaginez une surface, non plus une courbe, mais une surface. Et vous vous demandez quelle est l'équation ou quelle est la condition pour avoir une aire minimale. Eh bien, il y a une équation qui est complètement analogue de celle-ci en dimension plus grande, et je l'écris, même si vous ne savez pas à quoi correspondent tous ces symboles, c'est pas grave. C'est l'équation analogue de ça en dimension plus grande. Et ça s'appelle l'équation des surfaces minimales. Et c'est déjà dans l'article de Lagrange qu'il a écrit à 22 ans. C'est complètement, c'est devenu de nouveau une équation classique, étudiée par les géomètres, etc. Donc si vous vous posez ce problème de savoir quelle est la surface d'aire minimale, le problème est bien posé, il porte le nom du problème de Plateau. Plateau étant un physicien qui avait posé ce problème. Le problème est le suivant. Trouver la surface d'aire minimale qui s'appuie sur un contour donné. Donc ça veut dire quoi? Vous prenez un fil de fer, d'accord, qui a une forme, ce que vous voulez, qui est fermée, et vous vous demandez quelle est la surface d'aire minimale qui s'appuie sur ce fil de fer. Et voilà des dessins qui vous donnent la solution d'un certain cas. Vous voyez ici à gauche le fil de fer. Voilà la surface d'aire minimale. Ici à droite, la surface d'aire minimale. Et si vous voulez savoir à quoi va ressembler la surface d'aire minimale, il y a une chose à faire très simple. Vous prenez votre fil de fer et vous le trempez dans de l'eau savonneuse. Vous ressortez le fil de fer. Il va se former un film de savon. Et le film de savon va justement suivre exactement la surface d'aire minimale. Et c'est pour ça que là, vous pouvez imaginer intuitivement qu'un film de savon ferait exactement ça. Et là, ce que ça dit, c'est qu'en fait, il y a un principe dans la nature. Cette fois, c'est de la physique. Le principe de la nature vous dit, la bulle de savon
le film de savon, choisit la surface qui a l'air minimale. Un film de savon ne fait pas n'importe quoi, il prend toujours la valeur qui minimise la surface. Et c'est un premier exemple qu'on voit là maintenant, d'un cas où la nature, maintenant, résout des problèmes de minimisation. On en verra d'autres. Vous voyez, là, les bulles de savon, maintenant, vous pouvez faire l'expérience chez vous, c'est vraiment assez amusant. La brachistochrone, on en avait parlé, bon, mais finalement, la brachistochrone, maintenant, c'est plus qu'un cas particulier de la théorie qui a été développée par Lagrange. Donc, il n'y a plus qu'à appliquer la machinerie. Je ne vais pas vous lire toutes les équations. Vous trouvez le Lagrangien, vous écrivez l'équation d'Euler-Lagrange, vous secouez, et puis à la fin, on a une équation différentielle, et voilà l'équation différentielle. Et en plus, on sait la résoudre. Et qu'est-ce qu'on trouve? On retrouve la cycloïde. Ce qu'on savait déjà, mais on retrouve par cette machinerie de Lagrange la cycloïde générée par un cercle particulier. Le dernier exemple que je voudrais vous montrer, là, il est vraiment fondamental et c'est vraiment l'avancée majeure de Lagrange. C'est ce qui s'appelle le principe de moindre action. Donc maintenant, il s'agit de mécanique, il s'agit d'une particule qui se déplace suivant une trajectoire grand X de t. Donc, grand X, c'est la position en fonction du temps. Et on va poser cette fonctionnelle, grand F de grand X de t, comme l'action, qui est égale à quoi? Qui est égale à l'intégrale le long de la trajectoire de l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Donc on suppose que la particule est dans un potentiel grand V, donc à chaque instant son potentiel c'est grand V du point où elle est. Et l'énergie cinétique, si vous reconnaissez, c'est 1/2 de m fois la vitesse au carré. D'accord? Donc maintenant on se dit, quelles sont les trajectoires qui minimisent cette action? Quelle est l'équation qu'elles satisfont? Donc, la théorie de Lagrange nous dit qu'il doit y avoir une équation vérifiée par les trajectoires qui minimisent l'action. Bon, mais il n'y a plus qu'à mettre ça dans la machinerie développée précédemment. Donc vous voyez que ça, c'est un problème du type de ceux qu'on a vus avant, puisque ça fait intervenir que x et ses dérivés. Le Lagrangien associé, c'est celui-là. On calcule les dérivés du Lagrangien. On met ça dans l'équation d'Euler-Lagrange. Je ne vous demande pas de retenir ce que c'était, mais moi je vous le dis, ça fait ça. Et à la fin, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve m fois x seconde de t égale moins v' de x de t. Et alors là, il faut reconnaître que cette équation différentielle n'est rien d'autre que la loi de Newton. Vous voyez, m x seconde, c'est la masse fois l'accélération. Et moins v' de x de t, c'est la force. Quand on a une particule dans un potentiel v, la force qui s'exerce sur elle, c'est moins v' en ce point. Donc ici, ce qu'on a, c'est force égale m fois l'accélération, autrement dit la loi de Newton. Et donc là, Lagrange a découvert quelque chose qu'il appelle le principe de moindre action. Il a découvert que les particules doivent suivre les trajets, les évolutions qui minimisent l'action. Et qu'avec ça, on remplace la loi de Newton. On retrouve la loi de Newton, mais on n'a plus besoin de la savoir. Il suffit de savoir que les particules minimisent l'action. Alors c'est assez étrange comme concept, il faut y réfléchir. Ça vaut la peine d'y réfléchir 2 minutes, parce que ça vous dit que si vous avez une particule qui part d'un point là et qui doit arriver en ce point-là, eh bien, c'est un petit peu comme si elle allait respirer toutes les trajectoires possibles, renifler, et puis sentir celle qui va minimiser son action. Alors, avec ça, Lagrange a vraiment fait un pas important, parce que, une fois qu'on sait reformulé la mécanique de Newton sous forme de minimisation d'action, on arrive au travail de Hamilton qui formule la mécanique via ce qui s'appelle un hamiltonien. Et avec le Lagrangien et le hamiltonien, on peut faire par exemple de la mécanique quantique. Ce qu'on ne pouvait pas faire avec la formulation de Newton. Donc cette formulation a vraiment eu une influence considérable sur tout le développement de la physique moderne et des choses que je n'ai absolument pas le temps de décrire aujourd'hui, mais qui sont assez passionnantes. Et tout est parti de ce petit problème de la brachistochrone.
C'est incroyable, c'est-à-dire un petit problème de fabriquer un toboggan de longueur, on s'en fout finalement, on pourrait dire on s'en fout complètement, mais non, toute la physique est là. Alors Lagrange lui-même se rend compte que c'est très important ce qu'il a trouvé, puisqu'il dit « Au sujet du principe de moindre quantité d'action, je pense pour ma part qu'on peut le considérer comme la clé universelle de tous les problèmes, tant statiques que dynamiques, tant pour les corps que pour les fluides quelconques, etc. etc. » C'est ce qu'il écrit à Euler. Et c'est l'idée vraiment qui est la clé de voûte de son ouvrage Mécanique analytique. Alors, le principe de moindre action, c'était quelque chose qui apparaissait déjà dans la littérature. Maupertuis en avait parlé, Fermat en avait parlé. Et les gens ont des conceptions... quand vous arrivez au principe de moindre action, il y a une espèce de métaphysique. On se dit, la nature choisit quelque chose. La nature choisit de minimiser. Alors à l'époque, évidemment, on y voyait la main de Dieu. Hein ? Pourquoi minimiser ? Mais Lagrange n'a pas tout à fait ce point de vue. Il dit bien, attention, je ne veux pas de justification métaphysique. Le principe auquel je donne ici le nom de principe de moindre action, que je regarde non comme un principe métaphysique, mais comme un résultat simple et général des lois de la mécanique. Et là, il se démarque vraiment de ses contemporains en ce sens-là, au sens où il refuse de mettre un sens métaphysique derrière ce principe. Ça vaut la peine d'être signalé. Voilà, alors que dans le temps qui me reste, je veux juste mentionner quelques petites choses, que Lagrange a beaucoup regardé aussi les problèmes avec contraintes. Il est connu pour avoir inventé, donc c'est toujours dans le même article, les multiplicateurs de Lagrange qui sont faits pour justement traiter les problèmes avec contraintes. Pour vous donner un exemple de problème avec contraintes, peut-être le plus facile, le plus simple, c'est le problème isopérimétrique. Vous prenez une courbe, disons une ficelle, un bout de ficelle fermé, de longueur donnée, vous vous demandez quelle est la manière de contenir par cette ficelle le domaine d'air le plus grand dans le plan. Donc à gauche, une solution possible, à droite, le cercle. Bon, la solution, c'est le cercle. Le cercle fait mieux que toutes les autres courbes. C'est pas évident à démontrer, pas évident du tout. Et c'est un exemple de problème de minimisation sous contrainte, puisque là, ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez maximiser ou minimiser, c'est la même chose, hein, quitte à renverser le signe des choses. Vous voulez maximiser une aire, mais sous la contrainte de la longueur. La nature, souvent, est amenée aussi à maximiser des problèmes sous contrainte. Le problème de la géodésique avec obstacle, c'était un problème sous contrainte, puisque la contrainte, c'est de ne pas passer par l'obstacle. La théorie de Lagrange, elle marche aussi pour ces problèmes sous contrainte. Par exemple, dans le cas de la géodésique avec obstacle, elle vous dit qu'il va falloir suivre des droites, puis suivre... Donc il y aura un bout qui suivra l'obstacle, deux bouts droits, et que la courbe géodésique, elle décolle de l'obstacle de manière tangente. Et ça caractérise de manière unique la géodésie. L'économie utilise sans cesse des problèmes avec contraintes. Alors là, j'avais fabriqué un petit modèle pour vous faire calculer l'assiette d'impôt qu'il faudrait qu'un gouvernement fasse payer à ses habitants pour avoir une recette fixée. Donc contrainte, recette fixée. Modèle pour la quantité d'impôt qu'il faut faire payer. Mon modèle, je l'avais fabriqué moi-même. Comme je ne suis pas économiste, il donne un résultat tout à fait peu économique. Donc j'en parlerai pas, mais c'est assez amusant. Il donnait le résultat qu'il fallait que tout le monde paye des impôts de telle sorte qu'à la fin, il se retrouve avec la même quantité d'argent que tous les voisins. Donc, je pense qu'il faut peut-être revoir le modèle. Mais en tout cas, ce qu'il vous dit, la théorie de Lagrange vous permet de résoudre cette équation. La théorie de Lagrange vous dit qu'il va y avoir un nombre qui s'appelle multiplicateur de Lagrange. Et à la fin, vous voyez, X, c'est l'argent, le revenu de chacun, le revenu, les gens qui touchent X. F de X, c'est l'impôt qu'il faut payer. Donc X moins F de X, c'est ce qui vous reste à la fin. Et bien, la théorie de Lagrange me disait X moins F de X est égal à une constante, lambda. Et cette constante, c'est justement le multiplicateur de Lagrange. C'est une inconnue, mais on la retrouve en la remettant dans le problème, en disant il fallait que l'état, à la fin, ait une recette de temps. Donc, quelle est la valeur de la constante pour que l'état touche temps, on peut calculer. Donc, en économie, on utilise sans cesse des multiplicateurs de Lagrange.
La vision contemporaine, j'avais dit que Lagrange avait fait un saut conceptuel en disant que maintenant on allait faire varier les fonctions et pas seulement faire varier les variables. Mais la vision contemporaine a achevé un petit peu cette conception en finalement décidant de voir les fonctionnels comme des fonctions sur des espaces de dimension infinie. Autrement dit, on voit les fonctions maintenant comme des objets comme les autres, comme des variables comme les autres, simplement elles vivent, vous voyez, ça c'est le plan où vivent toutes les fonctions. Et maintenant, vous avez la fonctionnelle grand F qui n'est jamais que quelque chose qui varie en fonction de la fonction. Et puis les points qui sont des points critiques où la dérivée fonctionnelle est nulle, bah, on les voit là, ou on les voit là, ou on les voit là. Et c'est la théorie, c'est la théorie de l'analyse fonctionnelle du XXe siècle, espace de Banach, espace de Sobolev, etc., qui vous permettent de donner un cadre rigoureux à toutes ces choses-là. Donc c'est un commentaire plutôt philosophique, disons, mais voilà la manière dont les mathématiciens de nos jours voient les choses. Alors, je voulais dire un mot d'équation aux dérivées partielles pour terminer, puisque j'avais dit que quand on minimisait donc une fonctionnelle grand F de U, donc ce genre de minimisation sur des courbes, on obtenait une équation différentielle. Donc j'ai mentionné le fait que quand le problème dépend en fait de plusieurs variables, on obtient ce qui s'appelle une équation aux dérivées partielles. Donc c'est exactement la même chose qu'une équation différentielle, mais quand il y a plusieurs variables. Et ce qu'on a vu, c'est que donc, si on minimise grand F de U, ben, on obtient une solution de l'équation d'Euler-Lagrange. Mais ça, maintenant, on peut prendre un point de vue un peu opposé et se dire, mais c'est très intéressant, puisque notre solution de notre problème d'optimisation nous donne une solution de l'équation différentielle. Cette équation différentielle, elle a une solution. Si on sait qu'il y a un minimiseur au problème d'optimisation, si U minimise grand F de U, eh ben, j'ai trouvé une solution à mon équation différentielle. Alors, dans le cas des équations différentielles, ce n'est pas forcément une information très intéressante, mais dans le cas des équations aux dérivées partielles, c'est très intéressant. Parce que ça nous donne une manière de résoudre des équations aux dérivées partielles. Les équations partielles, c'est des choses beaucoup plus difficiles à résoudre que les équations différentielles. Et les mathématiciens continuent à travailler énormément dessus pour essayer d'arriver à résoudre. Donc, je vous donne un exemple avec des notations que vous ne comprendrez pas forcément, mais voilà une fonctionnelle, une certaine quantité. Si on arrive à minimiser cette fonctionnelle, alors on sait qu'on a résolu une équation de cette forme. Laplacien U égale f' de U. D'ailleurs, ça s'appelle Laplacien. Laplacien, c'est comme des dérivées secondes, en fait. Donc voilà. Si on a minimisé une certaine fonctionnelle, on a résolu une certaine équation aux dérivées partielles. Et donc maintenant, on peut prendre le chemin inverse. Si on veut résoudre une équation aux dérivées partielles, eh ben, il faut trouver une fonctionnelle qui corresponde et montrer qu'un minimiseur existe. Et ça, c'est vraiment la base de toute la théorie moderne des équations aux dérivées partielles, EDP, elliptiques, paraboliques, etc. Donc je vous donne un certain nombre d'exemples comme ça pour vous donner envie. Ici, une équation de Poisson, ben, on voit qu'elle correspond à une certaine fonctionnelle d'énergie. Ici, et ça correspond à un modèle d'électrostatique. En dessous, une équation de Poisson non linéaire. Voilà l'équation, voilà l'énergie, la fonctionnelle d'énergie associée, servant à modéliser la combustion ou la propagation de flammes ou d'espèces, les modèles de diffusion d'une manière générale. L'équation de Schrödinger, une équation célèbre de mécanique quantique, donc là on est vraiment dans la physique plus contemporaine, eh bien l'équation de Schrödinger, ça correspond à minimiser une certaine énergie, de nouveau, sous contrainte, et ça modélise la fonction d'onde d'une particule dans un certain potentiel V, et là ça fait intervenir un multiplicateur de Lagrange qui se trouve être le niveau d'énergie, etc., etc. Donc, la théorie de Lagrange, la théorie du calcul des variations, rend possible tout ce point de vue moderne, et est totalement directement lié à la physique, puisque dans tous ces cas-là, la fonctionnelle d'énergie qu'on écrit là, c'est quelque chose qui a un sens physique, ça correspond à une énergie, c'est pas seulement un objet, une curiosité mathématique qui nous sert à résoudre l'équation, mais très, très souvent, la plupart du temps, ça correspond à quelque chose qui a un sens physique pour le modèle. Voilà, donc j'en avais écrit encore un petit peu d'autres.
théorie des particules, diffusion de la chaleur. On peut continuer. Voilà, donc pour résumer, ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est que la méthode de Lagrange, rebaptisée calcul des variations par Euler, permet de retrouver tous les résultats d'Euler par une méthode purement calculatoire, sans géométrie. Et d'ailleurs, Lagrange se vantait dans l'introduction de son livre Mécanique analytique en disant « On ne trouvera point de figure dans cet ouvrage ». Et heureusement, les mathématiciens ont un petit peu changé de point de vue depuis, ils font un petit peu plus de figures. Ça peut quand même aider pour l'intuition. Mais c'est vrai qu'un ouvrage de mathématiques, finalement, il n'y a pas forcément besoin de figures. Et en tout cas, c'est ce que Lagrange a fait. Il a écrit un livre entier sans figures. La méthode de Lagrange, comme il le voulait, c'est une méthode systématique et qui réduit tout à des règles de calcul. Elle peut traiter des variations complètement générales. Donc là, je n'ai pas donné tous les éléments, mais j'avais donné... en fait, on peut faire mieux que ce que j'ai décrit. Donc on peut faire varier les extrémités des courbes, dériver des conditions de bord. On peut introduire des dépendances plus compliquées dans la fonction, des dépendances en dérivée supérieure, etc. Maintenant, on peut affiner, si vous voulez, généraliser encore. Ça marche pour des fonctions de plusieurs variables. Donc, au lieu de faire varier des courbes, on peut faire varier des surfaces. On peut traiter des cas avec contraintes. Dans son article, Lagrange lui-même propose de nombreuses applications. Donc, comme j'ai dit, il dérive pour la première fois l'équation des surfaces minimales. Et vous voyez le niveau de reconnaissance qu'a eu la théorie et le travail de Lagrange. Dans cette citation de Delambre, qui était un de ses collègues académiciens, au moment où il est mort, il a dit « Le calcul des variations, auquel ne peut se comparer ni pour la grandeur ni pour l'universalité, aucune des idées les plus heureuses des autres géomètres. » Donc là, c'est vraiment, vraiment un fan qui écrit ça. Donc comme j'ai dit dans son livre Mécanique analytique, Lagrange reprend cette idée et l'a fait culminer dans cette reformulation complète de la mécanique newtonienne. Et ça permet de retrouver la mécanique newtonienne et également de rendre possible la mécanique quantique. Alors, quelques petites remarques de fin. Depuis Lagrange, l'histoire continue. Il faut remarquer que ni Euler ni Lagrange ne s'étaient demandé si vraiment un minimiseur existe. Alors, ça peut vous paraître une question académique, mais pas du tout, c'est une question importante. Savoir s'il existe un minimiseur. Deuxième question, savoir si les conditions trouvées garantissent qu'on a un minimum plutôt qu'un maximum. Parce que si vous vous souvenez, l'équation pour le minimum ou l'équation pour le maximum, c'est la même. Donc il peut y avoir une ambiguïté. Mais ça n'avait absolument pas troublé ni Euler ni Lagrange, il faut bien le dire dans leurs articles. Mais quelques mathématiciens après eux ont commencé à s'en soucier, notamment Legendre et Jacobi. Et l'existence des minimiseurs, il a fallu attendre David Hilbert en 1900 pour que ce soit fait proprement. Autrement dit, la démonstration telle qu'elle est dans l'ouvrage de Lagrange n'est pas entièrement complète et pas entièrement rigoureuse, au sens des mathématiques contemporaines, on peut dire. Alors comme j'ai dit, Hamilton est celui qui a vraiment poussé encore plus loin le point de vue sur la mécanique que Lagrange avait introduit. Et il a introduit ce qu'on appelle maintenant le hamiltonien, la formulation hamiltonienne de la mécanique. Et depuis le XXe siècle, le calcul des variations est sans cesse utilisé. Donc j'espère que j'ai réussi à vous convaincre que ça servait. Optimisation de forme, économie, mécanique quantique, analyse des équations en dérivées partielles. Voilà, je vous remercie de votre attention.